J'habite le Maroc, je suis fille de colon, et le 18 juin 1940, je n'entends rien de spécial. Nous allions à Rabat assez souvent, où nous rencontrons un ami de mes parents qui disent il y a un général qui parle à Londres. Je pense que c'est très vite, tout de suite après, peut-être le 22, entre le 18 et le 22, et tous les jours, tous les soirs, sans exception, nous avons écouté Radio Londres. Évidemment, quand il y a eu l'histoire de Mersel Kébir, je sais que mes parents se sont posés des questions. Moi, je m'en posais aucune. Mais bien entendu, pour une jeune fille de 18 ans que j'étais, il n'y avait aucune possibilité d'aucune sorte de pouvoir s'engager dans quoi que ce soit. Hein. C'était le Maroc. Mon père, lui, s'est tout de suite engagé dans un réseau de résistance qui s'appelait France-Amérique, qui a été dirigé par M. Valabrègue. M. Valabrègue était le président de la Société de pétrole marocaine. Et je sais que mon père a aidé à l'évasion de jeunes gens, ou d'Anglais, ou d'étrangers. Je n'étais pas au courant du détail des opérations, qu'on exfiltrait par Tanger. Et il avait été chargé, pour le débarquement des Américains, d'infiltrer la poste. Eh bien, il n'a pas été prévenu. Le 8 novembre au matin, quand nous nous sommes réveillés, ça tiraillait vers Média. Média est le bord de mer de Kénitra, et nous étions à une trentaine de kilomètres. Mon père était extrêmement contrit, furieux, et j'ai appris bien après la raison du fait que ces réseaux n'aient pas été renseignés. C'est que les Américains n'ont renseigné que le réseau de Giraud. Et mon père était dans un réseau de De Gaulle. Je décide de m'engager par le plus grand des hasards. Madame Conrad est une Américaine, francophile. Elle est désespérée quand il arrive le désastre de 1940. Et elle est tellement violemment anti-allemande que son ambassadeur lui demande de rejoindre l'Amérique, où elle n'a qu'une idée, c'est participer à la reconquête de la France, avec les troupes françaises. Alors elle commence une campagne où elle réussit à récupérer suffisamment d'argent pour acheter 19 ambulances Dodge toutes neuves. Elle réussit, grâce à ses relations, à embarquer ses ambulances sur le Pasteur. Elle a réuni une quinzaine de jeunes femmes françaises parce que les Américains refusent que des femmes américaines puissent se servir dans l'armée française. Il faut être français. Et elle débarque à Casablanca avec ses 19 ambulances, ses 15 femmes, et elle ne sait pas du tout où elle va aller. Et ce qu'elle voit, qui lui paraît le plus attractif, c'est Leclerc, qui arrive du Tchad, après la victoire de Koufra, qui a fait cette remontée glorieuse, qui a participé à la libération de Tunis, et qui vient de créer une division blindée équipée à l'américaine à Rabat. Et Leclerc lui répond « Je veux bien des ambulances, je ne veux pas de femmes ». Et elle dit « Vous n'aurez ni l'un ni l'autre ». Et à ce moment-là, Leclerc se repent. Il dit « Je vous accepte, mais je ne prends les femmes que jusqu'à Paris ». Bon, voilà donc les ambulancières installées à Rabat, sur une péniche sur le Bourg-Greg. Et à Rabat, il a donc fallu que Suzanne Torres cherche des jeunes femmes aptes à s'engager. Mais comme c'était du bouche à oreille, personne n'était au courant. Et moi, c'est le plus grand des hasards, puisque j'étais fille des colons, et que Madame Conrad allait mettre des permissionnaires et des convalescents chez les colons, où elle les imposait avec une superbe fabuleuse. Donc voilà comment elle est allée chez mes parents, et que j'ai appris qu'il y avait des femmes, et qu'on cherchait à en engager. J'avais 20 ans, et pour moi, m'engager dans les combats de la libération, ça paraissait totalement, mais non, mais improbable. C'était incroyable. Je savais bien qu'il y avait des femmes dans l'armée, mais je n'imaginais même pas qu'elles puissaient rentrer dans une division aussi glorieuse que la 2e DB,
qui déjà avait cette aura de Français libres, hein, de gens qui avaient rejoint Londres, qui s'étaient entraînés à Londres, qu'on avait emmenés en Afrique, qui avaient fait les campagnes d'Afrique et qui arrivaient victorieusement à Rabat. Donc je m'engage à la 2e DB. Nous sommes très certainement le bataillon médical auquel nous sommes affectés ne voulait pas de nous. Et un adjudant qui très certainement avait mission de nous décourager. Et on a tout accepté. Nous sommes partis sur Mers el-Kébir pour embarquer pour l'Angleterre. C'était la destination de la 2e DB. Et nous sommes arrivés en Angleterre où, même chose, tous les matins nous allions au bataillon médical. On nous apprenait à souffler dans les gigueurs. On ne nous a rien appris de médical parce que nous étions censés être des conductrices ambulancières. Donc, tenir le volant, changer les roues, on était devenues des championnes, faire les pleins, je vous dis, souffler, déboucher les carburateurs en soufflant dans les gicleurs, toutes travaux que dès que nous avons débarqué, nous n'avons jamais eu à faire. Je vous le fais. Et vous débarquez Alors nous débarquons à Utah Beach, début août, et nous sommes confrontés à la guerre presque tout de suite, où on était descendu vers Saint-James, pas loin du Mont-Saint-Michel. Quel souvenir vous avez de l'accueil de la population française? Ah, écoutez, moi, ce qui m'a le plus ému, ce que je n'ai jamais oublié, c'est que nous avons traversé Sainte-Mère-Église, qui était, il n'y avait plus une maison debout. Et les Français sortaient des caves et ils nous acclamaient. Et je me suis dit, ils ont tout perdu. Et ils ont encore le courage d'acclamer les gens qui ont détruit leur maison. Et ça m'a ému. Et vous voyez, je suis encore ému en le disant. Alors, je vais vous dire comment nous travaillons. Nous suivions les colonnes blindées. Hein, et quand il y avait une attaque, un accrochage, nous étions à l'arrêt derrière la colonne. Et dès qu'il y avait un blessé, par radio, on disait, on demande un médecin et une ambulance, 2 ambulances. Donc il y avait une Jeep qui se détachait, nous suivions la Jeep et nous doublions toutes les colonnes, c'est-à-dire qu'on doublait les colonnes de Half-Track, de chars, de Jeep, du génie, jusqu'à ce qu'on arrive à l'endroit où les soldats avaient été blessés réellement sur le brancard. On les mettait sur un brancard. Les médecins les réanimaient en leur faisant une transfusion de plasma, au distillé et plasma sec qu'on mélangeait. Et d'ailleurs, les médecins ont appris leur métier là. Ils n'avaient jamais fait de transfusion. Hein, où nous les aidions en mettant les garrots, en tenant la transfusion au-dessus du blessé. Il n'y avait évidemment pas de ce qu'on a maintenant, des espèces de présentoirs pour accrocher la transfusion. Nous les aidions à mettre les garrots là où il le fallait. Très vite, le stock de garrots, le mien, s'est épuisé. J'ai d'abord commencé par mettre ma cravate, parce que c'était une époque où on faisait la guerre, avec une chemise et une cravate. Et le casque ou un calot sur la tête. Je dois vous avouer que j'ai toujours refusé de porter le casque. Il me raplatissait les cheveux. Nous avions donc pour mission d'amener les blessés dans les 3 heures qui soignaient la blessure. Et on les amenait à un hôpital de la 2e DB qui se trouvait à une vingtaine de kilomètres en arrière des combats. Et là, nous les laissions à un hôpital qu'on appelait triage et traitement. Ils étaient donc triés, parce qu'on n'avait pas peur des mots à l'époque, et conduits immédiatement par des conducteurs américains, qui en général c'était des Noirs américains, aux antennes chirurgicales américaines qui étaient merveilleuses. Nous savions que conduits dans le délai,
nos soldats avaient la vie sauve. Et eux-mêmes, dès qu'ils étaient dans l'ambulance, bien que notre ambulance n'était pas du tout blindée, hein, elle avait une cloison en tôle, mais traversée par le moindre éclat. Eh bien, ils se sentaient en sécurité, et notre rôle était de les réconforter et de les persuader de ne pas mourir avant le médecin et avant l'antenne chirurgicale. Eh bien, je rentre dans Paris, oui, après avoir fait tout le circuit de la Normandie et avoir traversé la région parisienne. À l'époque, les hommes ne croyaient pas au courage des femmes, pas plus que le général Leclerc d'ailleurs. Ils pensaient que l'homme avait le privilège du courage. Et là, on leur a prouvé que ce n'était pas vrai. Et après Paris? Et immédiatement, l'atmosphère a changé et les hommes étaient prêts à tout pour nous aider. Et j'ai suivi la 2e DB partout, en Lorraine, en Alsace, en Allemagne. Et quand le général Leclerc a fait un corps expéditionnaire pour l'Indochine, je ne me sentais pas mûr pour rentrer chez moi. Et avec une dizaine d'amis, nous avons décidé de continuer en Indochine. C'est ce que nous avons fait. Le général Leclerc, donc, il nous avait, attention, hein, il avait fait sa conversion bien avant. Il était venu nous voir, nous étions cantonnés à Paris, à Bagatelle. C'était un spectacle inouï, Bagatelle, où, au lieu des roses, on cultivait des navets, des carottes et des pommes de terre. J'ai passé toute la journée du 25 août devant le grand portail de Notre-Dame, avec toute la troupe qui tournait, qui était tout aux alentours de Notre-Dame, tous les chars. Mon ambulance a été transpercée des balles de la voiture de Spahi qui était derrière moi. On voyait très bien l'entrée et la sortie. Ce n'était pas du tout un Allemand planqué, c'était le Spahi qui était derrière moi. Je ne m'en suis d'ailleurs pas aperçu. Et de temps en temps, il y avait une fusillade totale. Toutes les foules enthousiastes qui nous entouraient, qui nous questionnaient, qui nous félicitaient, se jetaient sous les half-tracks, sous les ambulances, sous les... Nous étions beaucoup plus calmes. Bon, donc le général Leclerc est venu nous rendre visite à Bagatelle et il a dit « J'ai appris que vous aviez eu une très bonne conduite, je vous garde ». Moi, je dois dire que là, j'étais sidéré d'apprendre que nous avions failli être mis à la porte. Je ne le savais pas. Et alors, je suis resté en Indochine le même temps que le général Leclerc, c'est-à-dire 1 an. Nous avons été, en somme, des novatrices. Hein. Nous avons prouvé aux hommes que les femmes pouvaient avoir un courage égal à celui des hommes. Et cette notion d'égalité entre l'homme et la femme nous a poursuivis pendant toute notre vie, les ambulancières. Un message d'égalité et parfois même peut-être de supériorité par rapport à beaucoup d'hommes qui avaient l'âge de s'engager et qui n'y ont pas pensé.